Deux invités, pas d'animateur. Une seule consigne. Face aux caméras, ce sont eux qui mènent le débat. Premier invité, qui êtes-vous? Je suis Denis Grison, je suis enseignant à l'UT de Nancy. Alors étant à la fois scientifique et littéraire, je me passionne, je dirais, naturellement pour le principe de précaution. C'est pour moi un sujet d'importance primordiale pour la société. Mais en même temps, je vois bien les déformations et détournements dont il est la victime. Aussi, j'essaye d'en définir un bon usage dans le cadre de ce que j'appelle en général une philosophie de la précaution. Deuxième invité, même question, qui êtes-vous? Je m'appelle Gérald Bronner, je suis professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg et membre de l'Institut universitaire de France. Je travaille spécifiquement sur les croyances collectives et les erreurs de raisonnement, et en particulier sur la question de la perception du risque, et c'est à ce titre que j'ai coécrit un livre qui s'intitule « L'inquiétant principe de précaution ». Vous avez maintenant 30 minutes, rien que pour vous. Qui commence ? Alors peut-être est-il utile d'abord de définir le cadre de ce qu'est le principe de précaution. Donc il est né en Allemagne dans les années 1970. Il a connu une consécration à Rio en 1992 et est entré dans le droit européen à Maastricht la même année, 92. Et enfin, il est arrivé en France avec la charte constitutionnelle, tout en haut de la hiérarchie des normes, en 2005. Alors maintenant, qu'est-ce que demande le principe de précaution ? Eh bien, il demande, quand il y a des risques graves et irréversibles sur l'environnement, de ne pas attendre, finalement, d'avoir une certitude scientifique pour agir, parce que si on le fait, il risque d'être trop tard, et donc il faut anticiper en prenant des mesures, le principe explique bien, qui soient à la fois proportionnelles et révisables. Donc, par rapport au titre toujours trop, si on s'applique au texte, et si on revient au texte, je ne vois pas la raison pour laquelle. Je suis bien d'accord que dans la pratique, les choses sont différentes. Oui, alors évidemment, exprimé comme ça, on a l'impression que le principe de précaution est frappé au coin du bon sens. Et en effet, comment ne pas se poser la question de la limitation de son action quand on est capable, comme l'humanité est aujourd'hui capable de le faire, de s'autodétruire. Cependant, il n'y a pas besoin d'être sociologue pour cela. Il suffit d'observer notre contemporanéité, ce qui se dit dans les médias, les décisions que prennent quelquefois les politiques, ou même, dans un certain nombre de cas, des décisions juridiques, pour voir qu'aujourd'hui, la pente savonneuse de l'application maximaliste et inconditionnelle du principe de précaution est très engagée. Et je dirais, pour cette raison, d'ailleurs, avec mon collègue Étienne Géhin, nous nommons ces excès de l'application du principe de précaution précautionnisme, c'est-à-dire la volonté d'appliquer partout, sur tous les sujets et inconditionnellement, ce que l'on considère comme le principe de précaution est qu'en fait une interprétation fautive, je pense que nous serons d'accord sur ce point. Il n'est qu'à voir la volonté d'appliquer le principe de précaution à propos de volcans et très récemment à propos de chutes de neige et de façon un peu plus ancienne, on a vu combien cette application maximaliste du principe de précaution faisait dériver la décision publique lorsque, par exemple, Madame Bachelot a décidé de commander 90 millions de doses de vaccins pour lutter contre une épidémie éventuelle de H1N1. On ne peut pas lui reprocher, si vous voulez, à Mme Bachelot d'avoir pris des mesures de précaution face à ce qui pouvait être une pandémie très grave, mais fallait-il commander autant de vaccins et justement, ne fallait-il pas proportionner la réponse publique au développement progressif de la pandémie ? Il me semble intéressant justement de s'attarder à analyser quelques crises pour voir comment le principe de précaution fonctionne, dysfonctionne, où est le précautionnisme, où est le véritable principe de précaution. Alors, vous disiez donc, vous évoquiez deux crises qui me semblent particulièrement intéressantes. Celle qu'on a connue avec l'explosion du volcan islandais, dont on sait qu'il a bloqué la circulation des avions au nom du principe de précaution. Absolument. Eh bien là, je pense que... C'était inédit dans l'espace européen, entre parenthèses. On n'avait jamais connu ça, toute l'histoire de l'aviation, le blocage de toute l'Europe de l'Ouest. Ça a vraiment été spectaculaire et justement là, le principe de précaution est évoqué tout à fait à tort, puisqu'on est dans une situation où il n'y a pas d'incertitude scientifique. On sait très bien que la poussière peut, dans des cas tout à fait particuliers, un peu extrêmes, bloquer des réacteurs et conduire à des accidents. Mais le dossier scientifique est parfaitement connu. On est dans le cas de ce qu'on appelle la prévention. Et quand on en appelle au principe de précaution, en fait, on en fait un détournement.
de ce principe. Ce qui n'est pas le cas, de l'affaire de la grippe A H1N1. Parce que là, quand il faut remonter au début de la crise, quand on craignait une pandémie, éventuellement une mutation du virus, l'inquiétude était légitime, avec une énorme incertitude sur l'évolution possible des choses. Et la décision, au départ, de vouloir couvrir la population en commandant effectivement beaucoup de vaccins qui coûtaient très cher, me semble tout à fait conforme à l'esprit du principe de précaution. Par contre, là où ça a dysfonctionné, c'est qu'assez rapidement, on a pu observer que cette grippe qui tournait autour du monde, qui était passée par le Mexique, était en fait beaucoup plus bénigne qu'on pouvait le redouter. Et on n'a pas du tout adapté, changé les mesures, en particulier donc les commandes de vaccins, en fonction de ces nouvelles informations. Or, le principe de précaution demande d'avoir de la proportion, de la révisabilité des mesures, et c'est cette sagesse et cette mesure qui ont été absentes dans cette situation. Oui, précisément, mais qui sont, et je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, qui sont presque toujours absentes des décisions politiques, car je crois que le principe de précaution est devenu un objet sociologique, si je puis dire. Peu importe, à la limite, les bonnes intentions qui sous-tendaient à l'origine l'écriture de ce principe de précaution et son inscription même dans la Constitution, ce qui compte aujourd'hui, et c'est ce qui me stupéfait moi, c'est de voir combien les hommes politiques sont pris en otage, en quelque sorte, ou en tout cas se servent comme d'un parapluie d'ailleurs de ce principe de précaution, sont pris en otage par l'opinion publique ou par la représentation qu'ils se font de l'opinion publique. Car on comprend très bien Mme Bachelot d'avoir pris ce genre de mesures, mais on ne peut pas ne pas la soupçonner d'avoir pris ce genre de mesures tout à fait excessives et non proportionnées, justement, sans regard pour l'application raisonnable du principe de précaution, parce qu'elle avait en tête la condamnation de l'opinion publique qui aurait été celle qu'elle n'aurait pas manqué de rencontrer si elle n'avait pas pris ces mesures et que, par malheur, cette pandémie avait été beaucoup plus mortelle qu'elle ne l'a été. Mais il faut peut-être remonter aussi, essayer de comprendre le pourquoi de cette défiance qui est finalement la cause de l'hyperréaction des pouvoirs publics, donc de cette défiance de l'opinion publique par rapport à ceux qui sont en général les responsables, qu'ils soient politiques, du secteur économique. Absolument, ça c'est une des racines idéologiques du problème, justement. Et là, il faut remonter à une autre crise qui a comme été, je pense, une matrice pour tout ce qui nous intéresse ici, c'est celle du sang contaminé. Donc là, on remonte dans les années 80, quand il y a eu de la part du CNTS, donc le Centre national de transfusion sanguine qui gérait le sang à donner aux transfusés, en particulier aux hémophiles qui en ont quotidiennement besoin, un écoulement de stocks qui étaient des stocks non chauffés, donc porteurs du virus, en sachant sciemment que ces stocks étaient potentiellement mortels pour les gens qui étaient attribués. Oui. Et il y a eu ensuite, donc, pendant plus de 10 ans, des procès, des ministres qui sont passés devant la Cour de justice, et je crois que c'est de ce moment-là qu'on peut dater un divorce très fort entre les citoyens et leurs responsables, et donc une défiance qui s'est installée, et que nous continuons à payer aujourd'hui, les politiques étant toujours dans l'hyperréaction, dans le toujours trop, pour éviter de se trouver ensuite accusés de ne pas en avoir fait assez. Et bien sûr, là, il y a quelque chose de dramatique. Ça, c'est une des étapes. Il y a aussi le nuage de Tchernobyl, il y a l'amiante, etc. Il y a un certain nombre d'étapes qui ont marqué une forme de divorce, en tout cas de crise de la confiance de l'opinion publique vis-à-vis d'un certain nombre de décideurs, et en particulier d'experts. Toutes ces raisons, si vous voulez, ne rendent en aucun cas compte des dangers aujourd'hui de l'application maximaliste du principe de précaution. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a eu des raisons et des erreurs incroyables qui ont été faites, voire criminelles dans certains cas, qui ont été faites par les décideurs à certains moments de l'histoire, qu'il faut aujourd'hui se laver les mains sur les applications excessives. Et d'ailleurs, on pourrait en parler aussi, qui font elles aussi des victimes invisibles, ces applications excessives du principe de précaution. Donc, je crois qu'il y a des enjeux moraux et politiques très forts dans l'application, disons, précautionniste aujourd'hui que l'on veut faire à propos de normes qui encadrent notre vie quotidienne. Alors, est-ce que vous pensez que la solution, ça serait de supprimer le principe de précaution, ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas la bonne application du principe de précaution qui pourrait permettre de rétablir la confiance? Alors justement, moi je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas que la pédagogie du principe de précaution va rassurer et renouer les liens de la confiance entre l'opinion publique et les experts. Au contraire, c'est d'ailleurs tout le contraire qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Je crois qu'il est inquiétant, ce principe de précaution. Pas seulement dans les conséquences de ces applications maximalistes, mais qu'il inquiète aussi l'opinion publique parce qu'il tente à focaliser les débats publics, notamment dans les médias, sur la perception des risques et des coûts sans jamais parler des bénéfices.
Et là, justement, on est peut-être un peu obligé d'évoquer dans notre débat la façon dont le cerveau humain, dont vous, moi, la logique ordinaire, perçoit le risque, les probabilités et l'incertitude. Car le problème, c'est que lorsque l'on met ces débats qui portent en fait sur des questions de risque et d'incertitude, y a-t-il un risque, par exemple, pour ma santé face aux ondes basse fréquence? Est-ce que je prends un risque à vivre près d'une ligne à très haute tension ou d'une antenne relais, etc., etc. Alors, à partir de ce moment-là, la logique ordinaire va être confrontée à un exercice qu'elle n'est pas du tout armée, si vous voulez, à mener, qui est celui d'une perception raisonnable des probabilités. Savez-vous, par exemple, que les psychologues cognitifs ont démontré qu'un esprit humain, lorsqu'il est confronté à de faibles probabilités, c'est-à-dire des risques très faibles, a tendance naturellement à les multiplier intuitivement, si vous voulez, par 10 ou 15. C'est-à-dire que quand le risque est très faible, il le voit lui au contraire beaucoup plus important qu'il ne l'est. On comprend avec cette simple donnée, il y en a bien d'autres, que le débat public peut dériver, n'est-ce pas, vers des, disons, on va dire peut-être presque des réflexes riscophobes ou et technophobes dans un certain nombre de cas. Ce qui a des conséquences pas seulement économiques, mais aussi humaines. Je suis d'accord, mais bon, évidemment, c'est passionnant de connaître le mécanisme du fonctionnement humain. Encore faudrait-il voir que dans les situations différentes, peut-être fonctionne-t-il différemment, et que la dimension culturelle et la situation subjective de chaque sujet amènent à des réactions qui sont différentes. Je suis très interrogé de voir que parfois on peut observer l'inverse, c'est-à-dire que des situations où le risque paraît quasiment certain sont niées par l'esprit humain. C'est Bergson qui observait, juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, que tout le monde savait que cette guerre était imminente, mais que personne n'y croyait. Il disait, mais nous le savions, mais nous ne le croyions pas. Il y a effectivement des risques qui sont des risques différents. Le risque du tabac, par exemple, le risque d'accident en voiture si on roule vite, qui sont des risques que nous connaissons, mais dans lesquels la plupart d'entre nous, beaucoup d'entre nous, ne croyons pas. Donc, voilà, je crois qu'il faut aussi prendre en compte ces autres situations vous avez parfaitement où on raison. peut aller vers un risque qui est quasiment certain, sans aucune réaction, parce qu'on imagine qu'on pourra y échapper à la dernière minute. Absolument, mais je ne dis pas du tout, l'esprit humain n'est pas du tout riscophobe face aux risques certains, justement, c'est ça le paradoxe. C'est que nous connaissons très bien, à coup sûr, les dangers potentiels de la fumée ou de la cigarette, les dangers potentiels de l'alcool, mais nous acceptons de les endosser, paradoxalement, alors que nous n'acceptons pas d'endosser des risques qui, eux, sont très incertains. Vous avez raison, ces invariants mentaux que j'évoque, c'est-à-dire cette espèce d'exagération, par exemple, des faibles probabilités, se conjuguent avec des données culturelles. Et justement, nous sommes dans notre situation contemporaine, à partir des années 90 et du début des années 2000, face à une émergence tout à fait inédite, une rencontre entre une idéologie, une certaine représentation de la nature, par exemple, et ces invariants mentaux qui constituent, que je viens d'évoquer, et qui font que nous surévaluons les probabilités. Et ne vous trompez pas, chaque fois que nous avons l'exemple que des comités citoyens se réunissent et qu'on leur demande leur point de vue, par exemple sur les OGM, par exemple sur une implantation de lignes THT, etc., la réponse constante de ces comités d'action citoyen ou de décision citoyenne, c'est le moratoire, c'est-à-dire dans le doute abstiens-toi. Je trouve cela très inquiétant. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a des contre-exemples qui montrent que la démocratie citoyenne peut très bien marcher. Les conférences de citoyens ou de consensus, au Danemark, par exemple, dans les pays nordiques, sont très nombreuses et donnent des résultats qui ne sont pas uniquement des moratoires. En France, nous avons aussi un exemple que je trouve assez exemplaire. En 1998, en pleine crise sur les OGM, une conférence de citoyens a été réunie pour essayer de donner justement le point de vue citoyen, essayer de trancher et de trouver une décision politique qui soit en conformité avec l'opinion publique. Donc il s'agissait donc de débattre des OGM, de savoir quelle politique la France allait suivre en ce domaine. Eh bien, j'ai relu les conclusions de ces actes et on peut voir que c'est extrêmement nuancé. Il y a à la fois des avancées, en même temps aussi effectivement des décisions un peu de retrait ou de moratoire, mais bien entendu, la condition pour que cette démocratie participative fonctionne, c'est qu'elle soit bien pensée, bien réfléchie, bien organisée, qu'elle fasse une place à la fois aux experts scientifiques, aux utilisateurs, aux citoyens, aux responsables politiques, et qu'on prenne le temps, par une discussion, dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler une éthique de la discussion, de se comprendre et d'arriver à une position commune. Je pense que ce qui est l'erreur, parfois, de la démocratie participative, c'est de vouloir aller trop vite
au but, et du coup, effectivement, tous les biais cognitifs que vous disiez fonctionnent à plein, et il n'y a rien qui permette de les corriger. Oui, alors j'aimerais être aussi optimiste que vous sur la question de la formation. Je ne désespère pas de la formation des esprits. Simplement, il y a sans doute quelques contre-exemples, je ne le nie pas, ce serait très étrange qu'il n'y en ait pas. C'est beaucoup, mais c'est pas ce que dit par exemple Béraud, qui s'occupe justement, qui est secrétaire général de la Commission nationale de la consultation comme ça publique, des débats publics. Il fait remarquer en particulier sur le sujet des ondes basse fréquence qu'un certain nombre de débats ont été organisés au début des années 90, si vous voulez. Ce qui préoccupait les gens à propos des lignes à très haute tension, c'est des critères esthétiques. Et puis on voit vraiment apparaître, comme je vous le disais, avec cette idéologie précautionniste, au cours des années 90, des préoccupations beaucoup plus sanitaires et avec des décisions de type moratoire ou en tout cas d'enfouissement des lignes. Par exemple, c'est ce qu'on a dû faire sur une ligne France-Espagne. Ça a coûté 8 fois plus cher, bien entendu, avec un impact sanitaire très incertain. Et alors sur les OGM, évidemment, on ne peut pas dire que là, on manque d'informations. Il y a eu de très nombreux débats organisés, y compris à la télévision, de très nombreux documentaires, etc. etc. Mais tout cela n'aboutit pas tellement, si vous voulez, à une réconciliation entre l'opinion publique et les experts. La preuve, sondage après sondage, on voit qu'en France, en tout cas, il y a un appel au moratoire sur les OGM, voire une interdiction définitive entre 70 et 80%. C'est les résultats qu'on obtient toujours. Et voilà, je pense que c'est une donnée, sachant que là, il y a un divorce entre l'opinion publique et l'avis des experts. C'est une donnée préoccupante pour l'intérêt général. Et probablement aussi, cela montre-t-il qu'il faut replacer dans un cadre plus général la réflexion, peut-être celui donc, de l'avancée des technosciences et des questions que cela pose aux citoyens. Certainement. Alors, est-ce que c'est la faute aux technosciences, donc toutes ces dérives du principe de précaution? Alors, certainement, les technosciences nous font rentrer dans un autre monde. On voit qu'on est passé d'une conception de la science plutôt observante, qui cherche à comprendre, à une science agissante, qui transforme. Alors, ces transformations qui deviennent de plus en plus massives dans leur impact, quand on voit la manière, par exemple, dont le téléphone portable est devenu quelque chose qui s'est répandu partout dans le monde, très rapidement, 2,5 milliards de portables aujourd'hui, on se dit qu'il y a à la fois l'introduction de nouveaux risques, mais aussi de transformations sociales très profondes qui ne laissent d'interroger les simples citoyens. Alors, si on reprend le cas des OGM, on voit que les OGM, c'est à la fois un risque pour la santé, probablement faible, les études actuellement ne sont pas très concluantes sur l'existence de ce risque. Sur la biodiversité, et là, l'interrogation est quand même beaucoup plus ouverte, mais aussi un ensemble d'effets sur la manière de faire de l'agriculture, qui sont une transformation profonde, je dirais, du rapport de l'homme à la nature, et qui peuvent inquiéter et qui peuvent lever de façon très justifiée des réticences. Maintenant, encore faut-il ne pas tout mélanger et partager effectivement la question du risque, la question des effets, du principe de précaution pour le risque, et puis plus généralement d'une précaution pour les effets. Oui, alors le fait que de nouvelles technologies, quelles qu'elles soient, puissent transformer le paysage humain et notre culture, certains vont s'en réjouir, certains au contraire vont trouver ça catastrophique. Je crois qu'Internet, le téléphone portable, vous avez mentionné, ont profondément modifié notre lien social, notre rapport à l'autre sans doute, etc., etc. Mais justement, on voit bien là apparaître des items idéologiques, c'est-à-dire qu'il y a un rapport à la nature, on voit le thème de la décroissance, etc., une critique de la société capitaliste, industrielle. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis simplement que ce sont des enjeux qui sont idéologiques et qui généralement convoque, mobilise un certain nombre d'expérimentations, par exemple sur les OGM qui sont douteuses, et je vais en reparler, pour exhiber un risque ou une incertitude qui n'existe pas vraiment dans le débat scientifique et pour faire croire qu'il faudrait là appliquer le principe de précaution. Et c'est ça qui me semble dangereux dans l'exhibition de ce principe de précaution. C'est pour ça qu'il est inquiéteur. Il est non seulement inquiétant, mais il inquiète aussi la population. C'est qu'il, je le disais tout à l'heure, il tend à faire focaliser le débat sur les risques plutôt que sur les bénéfices. Bon, il faudrait voir si le type de rationalité donc, que vous évoquez n'est pas une vision trop étroite de la rationalité. La rationalité, effectivement, on a eu tendance à la voir se concentrer sur la rationalité scientifique, la rationalité économique. Je crois que la rationalité doit s'ouvrir, et d'ailleurs, elle était cela, la raison, je dirais, telle que les philosophes l'ont conçue, par exemple Aristote, non seulement attaché à calculer les moyens et optimiser les moyens, donc à calculer, mais aussi à réfléchir sur les valeurs et sur les fins. Et en particulier, cette rationalité appliquée aux OGM, bien entendu qu'il faut s'intéresser
aux moyens de produire et de produire au plus bas coût de façon à pouvoir nourrir l'humanité. Mais il faut aussi s'intéresser à la rationalité des valeurs, celle de la valeur, par exemple, qu'on attache à la nature, dont on peut voir que les OGM, me semble-t-il, en font peu de cas. Les OGM sont une technique qui est extrêmement intrusive par rapport à la nature, qui est un forçage de la nature. Et où serait le mal, puisqu'on parle de valeur? Le mal serait, en fait, et vous voyez, c'est là où, à mon avis, il y a une dimension presque religieuse là-dedans, le mal serait dans la volonté de l'homme de changer les lois de la nature, entre guillemets, telles qu'elles sont inscrites. Mais croyez-vous vraiment que la nature fasse toujours bien les choses? Non, mais elle nous traite le plus souvent en marâtre, je m'excuse. Et d'ailleurs, les événements d'Haïti l'ont montré dramatiquement encore récemment. Donc je crois qu'il ne faut pas du tout avoir ce genre de déférence. La nature est aveugle, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Et c'est un droit de l'homme, en effet, de voir dans la mesure du possible, en mesurant en effet les conséquences potentielles de son action, de déjouer, si vous voulez, ces lois lorsqu'elles nous sont défavorables. Voilà. Non, mais il ne s'agit pas d'idolâtrer la nature et d'en faire une mère nature que l'on devrait vénérer. Il s'agit bien entendu de comprendre que la nature, parfois, produit des catastrophes, et je suis d'accord qu'elle est aussi mauvaise à cet égard, et qu'il est bon que l'homme puisse en connaître les lois de façon à se prévenir de tous ces aspects. Mais la nature, c'est aussi notre, selon la belle expression d'Edgar Morin, notre terre-patrie. Nous avons un autre rapport à la nature, simplement que d'exploitation pour la mettre à notre service, comme la modernité, par exemple Descartes, qui voulait nous faire soumettre la nature pour la faire répondre à nos besoins, et il la voyait uniquement dans ce cadre. La nature, c'est aussi un lieu de sensibilité, de sentiment, de symbolisme. Oui, mais en quoi le fait de faire des OGM serait une atteinte à la beauté de la nature? Quand on regarde le type d'agriculture qui se développe aux États-Unis, alors à la fois agriculture intensive, mais aussi des OGM, quand on voit l'agriculteur américain, la manière dont il est dans son rapport d'exploitation à la terre, il est un technicien, un ingénieur qui n'a plus de sensibilité et de sentiment. Il l'est tout à fait. Et nous sommes attachés en France. Il est tout à fait en France de la même façon. Nous sommes attachés en France. Et alors pourquoi faudrait-il avoir du sentimentalisme quand on est agriculteur par rapport au sillon? Enfin, là, on est dans un lyrisme que je ne peux pas comprendre. Si vous... Non, ce n'est pas du lyrisme. C'est vraiment, je pense, arriver à ressaisir notre véritable place dans la nature, qui n'est pas d'être une petite chose dans la nature, l'homme est ce qu'il y a de plus noble et de plus abouti, mais qui n'est pas non plus séparé de la nature. Et je crois qu'un des drames de l'époque, c'est que beaucoup d'entre nous avons complètement perdu ce sens du rapport à la nature, parce que la nature, c'est pas seulement quelque chose de neutre, c'est aussi quelque chose qui peut nous apporter. Et je crois que c'est une autre conception de l'agriculture qu'il faudrait réussir à remettre en place, pour laquelle il faudra aussi de la science d'ailleurs, parce que bien entendu que l'écologie, c'est pas simplement du sentimentalisme, c'est aussi de la connaissance. Il y a une autre agriculture intelligente que l'on peut développer, qui demande beaucoup de science, mais qui est beaucoup plus à l'écoute de ce que la nature fait pour essayer d'en prolonger les effets, et qui n'est pas un forçage massif comme les OGM le proposent. Bien, mais je juge quand même ce discours inquiétant, dans la mesure où je vois bien la contamination qui peut être celle d'une certaine représentation du bien par rapport à une certaine représentation du vrai. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, en tant que sociologue, je laisse de côté la question de savoir si c'est bien, si la nature c'est beau, si on doit avoir... Moi aussi, j'aime les paysages, etc. Mais ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est quand un certain nombre de... Je ne vous mets pas dans ce groupe-là, quand un certain nombre de militants précautionnistes, avec cet argument qu'il serait mal d'atteindre aux équilibres de la nature, aux équilibres naturels, avec une conception d'ailleurs, complètement saugrenue de la nature, qui ferait bien les choses, etc. Avec cet argument-là, ils revendiquent et ils exhiment un certain nombre d'expérimentations qui sont douteuses, mais qu'ils ne trouvent pas du tout douteuses parce qu'elles vont dans le sens de leur idéologie. Mais sur la question du OGM, c'est assez intéressant parce que je discutais avec le directeur de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et savez-vous qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de demandes de subventions ANR, c'est-à-dire de jeunes chercheurs qui veulent travailler sur les OGM en France, alors que la France était en pointe sur ces questions au début des années 2000. Et vous savez pour quelle raison? Mais en raison de la violence de ces militants précautionnistes. Je suis d'accord avec vous, mais là, il y a quand même deux choses différentes. C'est-à-dire que, actuellement, la situation de blocage dans laquelle on est, et que je déplore, parce que je ne vois pas effectivement que cette violence puisse être justifiée, donc violence, donc, par exemple, des faucheurs volontaires. Mais elle est justifiée par les arguments que vous venez de mentionner, la nature, etc., contre le productivisme, enfin, toutes ces questions. Je pense que c'est une réaction, je pense que c'est beaucoup une réaction à la manière dont Monsanto a voulu imposer les
les OGM. Parce que quand on relit l'histoire des OGM et de leur introduction en France, on se rend compte qu'au départ, par exemple, quelqu'un comme José Bové, qui est devenu radical, était assez ouvert, et que les écologistes disaient, dans le fond, si on peut avoir moins de pesticides, pourquoi pas les OGM? La radicalisation, elle était liée à une introduction extrêmement brutale par Monsanto et par des multinationales qui voulaient tout à la fois vendre leurs pesticides et vendre Mais ce serait leurs vrai, OGM. ce que vous dites serait vrai si on n'avait pas observé les mêmes réactions violentes à propos de thèmes connexes qui n'impliquent pas du tout Monsanto. Je parlais des antennes relais, je parlais de la THT, je parle maintenant des nanotechnologies dont les débats citoyens n'ont même pas pu se tenir puisque des militants précautionnistes, des Amis de la Terre, ont empêché la tenue de ces débats. On voit bien que cette violence affleure partout dans tous les débats et qu'elle n'implique pas seulement la maladresse ou je ne sais pas, d'ailleurs je ne connais pas bien le dossier Monsanto, comment ils ont essayé d'introduire, mais je pense que vous animez là un épouvantail. Je ne pense pas que c'est la vraie cause de cette, disons, de cette idéologie précautionniste et de sa violence éventuelle. Alors, moi je crois que on a beaucoup trop dit que le principe de précaution, c'était la volonté du risque zéro. Donc il fallait faire, par exemple, la preuve de l'iniquité d'un produit avant de le mettre sur le marché. Donc refus absolu de tout risque, et finalement, ce qui est impossible. À ce moment-là, c'est quelque chose qui est tout à fait irréel, puisque la vie est nécessairement une prise de risque. Je crois qu'il y a derrière cette attitude, non pas la manifestation systématique du refus de risque, mais le refus d'un risque qui est perçu comme injuste. Et je crois que tout l'enjeu du principe de précaution, c'est de rechercher ce que j'appellerais le juste risque, juste à la fois dans le sens de la justesse, donc bien calculé, suffisamment mais pas trop, pour ne pas être bloqué dans l'action, mais aussi juste au sens moral, c'est-à-dire un risque qui est subi par ceux qui l'introduisent et qui n'est pas provoqué, ou en tout cas amené à des gens. Et à cet égard, l'exemple du sang contaminé, évidemment, reste dans tous les esprits comme le paradigme d'un risque qui a été subi, supporté par les hémophiles transfusés dans un calcul économique de rentabilité de la part des décideurs. Ce risque était évidemment le comble de l'injustice. On est bien d'accord. Je crois qu'en effet, si on pouvait établir des débats publics qui fassent la part au coût, au bénéfice, à la part de risque que nous devons accepter d'endosser collectivement, eh bien, il n'y aurait pas grand-chose à dire sur l'application de ce principe de précaution le plus souvent. Mais accordez-moi que ce n'est encore une fois pas comme cela que les choses s'organisent. Car si vous acceptez une part de risque faible et que vous le mentionnez, vous aurez bientôt les militants précautionnistes qui vont agiter une fois de plus cet épouvantail en disant « Regardez, ils acceptent de prendre une part de risque avec notre santé à nous parce que la volonté d'atteindre le risque zéro serait trop coûteuse d'un point de vue économique et c'est donc immoral. » J'entendais un philosophe à propos de l'histoire du volcan. Je vais donner cet exemple qui m'a semblé un philosophe, enfin il se présentait comme tel en tout cas, sur l'antenne de Canal+, dire « Même s'il y avait une seule chance qu'il y ait un mort demain dans les avions, un seul, cela suffirait à interdire le survol de l'Europe par les avions. » Et j'aurais voulu lui poser cette question assez simple. Alors, avec ce raisonnement, doit-on interdire tout transport automobile? Car je suis sûr, malheureusement, que demain, sur les routes, il va y avoir un mort. Et donc, en prenant cette décision, je sauverai au moins une vie, et probablement d'ailleurs malheureusement beaucoup plus. Donc, vous voyez combien, en réalité, il y a une exigence, même si, en effet, cette exigence n'est pas contenue en fait en soi dans le principe de précaution, il y a une exigence qui sous-tend tous les débats, qui est celui du risque zéro. Par exemple, pour la question de la radioactivité. Tout le monde sait qu'il y a une radioactivité naturelle. Mais ce que réclame le grand public et l'opinion publique en général, c'est une radioactivité égale à zéro. Et ça, c'est absolument impossible, sauf évidemment à renoncer à tout et à vivre dans des cavernes, ce qui est une option possible, mais que je ne pense pas que nous partagions, vous et moi. Moi, tout mon travail de recherche, et donc dans le livre que j'ai écrit, donc le principe de précaution, un principe d'action, et justement dans le souci d'essayer de montrer que la précaution et le principe de précaution sont tout à fait à l'encontre de cette espèce de repli frileux. Alors, on pourrait incriminer beaucoup les médias d'être des alimentateurs de cette crainte, mais en même temps, ils se trouvent souvent dans une situation qui est quand même assez terrible. C'est-à-dire que si l'on veut vendre
un journal, il vaut mieux faire du catastrophisme plutôt que de faire de l'information un peu objective. C'est un effet bien connu. Je me permettrai une petite pique sur votre ouvrage, donc l'inquiétant principe de précaution, qui devrait être plutôt nommé l'inquiétant précautionnisme, mais j'imagine, je ne sais pas qui a choisi le titre, que ce titre était plus porteur. Maintenant, le problème de la société aujourd'hui, je crois si on reprend un petit peu un champ large, c'est que nous sommes face à un avenir qui est quand même énormément ouvert à l'incertitude et qu'il y a deux attitudes symétriques qui sont probablement à prohiber. L'une qui serait de s'enfermer uniquement dans le souci, et c'est ce que vous décrivez, la société aujourd'hui en est effectivement souvent là, et l'autre qui serait de continuer dans une espèce de confiance. Finalement, la technique pourra toujours réparer les dégâts que la technique engendre. Et ça, c'était l'idéologie du progrès. Et moi, je prône une attitude, et je reprends une attitude pascalienne qui dit l'homme est à la fois grand et misérable. Moi, je dis il faut à la fois conjuguer le souci et la confiance. Donc celui qui est dans l'excès de souci, lui redonner confiance, et celui qui est dans l'excès de confiance, le mettre dans le souci. On ne peut être que d'accord avec vous, mais en même temps, la question que j'ai envie de vous poser, c'est ne pensez-vous pas que les instances de contrôle de pharmacovigilance, par exemple, qui existent déjà, justement, mettent en scène la préoccupation tout à fait juste que vous avez. C'est-à-dire, je me demande si on n'est pas en train de réinventer l'eau tiède. Et il y a des instances de contrôle qui sont relativement rigoureuses, qui peuvent peut-être encore être améliorées, certainement. D'ailleurs, des faits récents de l'actualité le montrent. Mais enfin, tout de même, que ça soit... Prenez, on a parlé beaucoup des ondes basse fréquence. Il y a quand même plus de 250 études épidémiologiques qui ont été réalisées et des milliers d'expérimentations qui ont été réalisées. Sur les OGM, je ne vous raconte pas, c'est des bibliothèques entières d'expérimentations qui ont été faites, etc., etc. Donc, je veux dire, on ne peut être d'accord, personne ne défendrait l'idée qu'il faut mettre un médicament sans le tester, qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Il y a quand même des mesures de contrôle, non? L'actualité est cruelle pour cela. Donc, mais oui, mais elle ne cessera de nous donner des exemples, l'actualité, c'est sûr. L'affaire du Mediator nous montre que, alors que des alertes ont été données déjà en 1997 sur l'absence d'intérêt donc du Mediator et en 1999 sur les premiers cas donc de valvulopathie qui étaient signalés, et tout ceci était parfaitement public, on arrive aujourd'hui donc en 2010 à constater, grâce justement au travail patient et acharné d'une lanceuse d'alerte, Madame Frachon, donc qui est pneumologue à Brest, l'affaire du Mediator, parce que ça devient une véritable affaire, voilà, donc souci, confiance... Les mailles de la pharmacovigilance sont peut-être pas encore assez serrées dans certains cas, je vous le concède si vous voulez. Oui. Moi, ce que je constate surtout dans notre vie sociale, c'est l'expression, je vous l'ai dit, du précautionnisme. Et c'est ça qui m'inquiète. Ce n'est pas du tout la volonté qu'il n'y ait plus aucun contrôle sur rien et qu'on fasse la part belle à je ne sais quel cynisme économique qui n'existe pas d'ailleurs forcément aussi fort qu'on veut bien le dire. Oui, mais... je m'intéresse par exemple aux travaux de l'Académie des sciences ou de l'Académie de médecine qui ont été historiquement parmi les adversaires les plus résolus de l'introduction du principe de précaution. Quand je lis leurs textes, je trouve qu'ils sont encore dans une idéologie du progrès où ils ont tendance, à être dans une confiance sur les progrès qui vont permettre de résoudre tous les problèmes de faim, de maladie. J'ai lu des textes extravagants sur les OGM au départ, qui allait résoudre les problèmes de l'humanité, par des scientifiques tout à fait en pointe de l'Académie. Pour qu'une technologie fasse la preuve de toute son efficacité, éventuellement des services qu'elle pourrait accorder à la société, encore faut-il lui laisser le temps de se déployer. Je veux dire, les ordinateurs tels qu'ils étaient conçus dans les années 40-50, qui faisaient 3 étages de haut, etc., il a fallu attendre quelques décennies pour qu'ils montrent toute la capacité. Imaginez qu'à l'époque, il y a eu des groupes précautionnistes qui disaient attention, les ordinateurs vont peut-être prendre conscience, comme dans je ne sais quel film de science-fiction, et vont prendre le pouvoir sur la Terre, etc., etc. Je ne sais pas. Et interdisent cela. On ne saurait pas aujourd'hui tout l'intérêt que pourraient constituer pour nous, pour notre vie quotidienne, les ordinateurs. Donc je veux dire, ce qui m'inquiète un peu, c'est le fait que parce que ces débats publics précèdent la plupart du temps la mise en application d'un certain nombre de technologies et qu'on ne laisse pas ces technologies le temps de faire la preuve de leur efficacité, eh bien, forcément, il y a là quand même tout de même un frein à l'innovation. Songez, par exemple, si on avait écouté les précautionnistes au XIXe siècle et ce qu'ils nous disaient sur la locomotive. Vous connaissez sans doute comme moi ces débats. L'idée que la locomotive, le train pourrait créer des pleurésies, etc., pourrait exploser. Enfin, il y a eu même des débats à l'Assemblée nationale sur cette question. Mais heureusement, à cette époque, l'information circulait lentement. Donc la technologie avait le temps de faire ses preuves, et puis on avait le temps de s'acclimater à la technologie et donc défaire ce qui est une pente naturelle de l'esprit, la riscophobie par rapport
rapport à l'innovation technologique. Mais aujourd'hui, on n'a plus le temps. Aujourd'hui, le débat précède toute forme de test, si vous voulez, empirique de ces innovations technologiques. Je pense qu'on soulignait quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps, à la fois parce que le débat, effectivement, arrive très vite, mais aussi parce que la rapidité d'introduction des nouvelles technologies est à un rythme de plus en plus haletant. Ce n'est pas le cas pour les médicaments, par exemple. Que les conséquences qui peuvent en suivre sont des conséquences globales. Si on reprend l'exemple donc du train, il n'est pas difficile d'observer sur un cas que les choses se passent bien ou mal et ensuite d'en tirer des leçons. Par contre, parce qu'il y avait eu des faucheurs volontaires qui arrachaient les rails à cette époque-là et qu'on ne laissait pas tous les trains faire la preuve de leur innocuité, si je puis dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une échelle, avec l'introduction des technologies et puis leur impact, qui est quand même celle d'un temps très nouveau, où l'action de l'homme ne peut pas, à mon avis, être réglée simplement par la prudence ordinaire. En tout cas, vous avez raison, je pense qu'on est face à une crise de la temporalité sociale. Ça, c'est certain. C'est un des enjeux du débat. Voilà, donc le principe de précaution, je crois, prend acte aussi de cette nouvelle temporalité et essaye de conjuguer à la fois le souci et la confiance dans une recherche. Je crois, et pour moi ça pourrait être une conclusion, qu'un enjeu aujourd'hui très important, c'est d'arriver à mettre en place ce qu'on appelle en anglais fair effect process, donc la bonne façon de construire les décisions, qui ne peuvent plus être des décisions prises de façon isolée par des décideurs qui sont soit des industriels, soit des politiques, et que nécessairement, il faut associer tous les utilisateurs, tous les usagers, toutes les personnes concernées pour construire ce nouveau monde de demain. Maintenant, c'est effectivement, il faudra que nous y travaillions peut-être tous les deux, chacun à partir de son approche. Cette démocratie, elle est compliquée et c'est pas d'un coup de baguette magique que nous pourrons la mettre en place. Vous avez bien compris que malgré le caractère tout à fait sympathique de cette idée et que j'approuve, encore une fois, en termes de valeur, je suis un peu sceptique sur cette question. Non pas que je veuille écarter le citoyen de ce genre de décision, ce qui pourrait paraître autocratique. D'ailleurs, je suis un citoyen de base, moi je ne suis pas du tout un technicien de ces questions. Mais pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le cerveau humain, notre cerveau, notre logique ordinaire, vous, moi, la plupart des citoyens, n'est pas fait pour concevoir, disons, raisonnablement le risque, les probabilités, le fait qu'il focalise sur les coûts plutôt que les bénéfices, qu'il va chercher toujours le risque zéro dans une situation de risque, qui va surestimer les faibles probabilités, eh bien, vous avez toutes les chances, en faisant se réunir des citoyens qui vont se croire forts du nombre qu'ils représentent dans une assemblée, vous prenez toutes les chances de faire déraper la décision collective vers une forme d'irrationalité riscophobe. Mais est-ce que votre point de vue n'est pas tragique? C'est-à-dire, si effectivement cette nouvelle démocratie ne peut pas se mettre en place parce qu'il y aurait des biais cognitifs qui l'empêcheraient, est-ce qu'il y a une solution pour gérer l'introduction des nouvelles technologies, comme on le disait, avec un impact de plus en plus fort et une rapidité de plus en plus importante? Comment voyez-vous Je suis bien d'accord. Il y a peut-être une dimension tragique dans la conclusion, mais je n'ai pas l'habitude de défendre une position ou de ne pas la défendre parce qu'elle a des conséquences, si vous voulez, négatives. Ce qui m'intéresse, ce sont les faits et pas les faits tels que je voudrais qu'ils soient. Mais si la conséquence est tragique, peut-être que le principe de précaution, tout inquiétant qu'il soit, est encore une meilleure position et qu'il faut le tenter plutôt que d'accepter la tragédie d'une rupture entre les citoyens et les décideurs. Ce que je crois, pour terminer sur une note plus optimiste, c'est qu'il est possible, que tout n'est pas perdu, si je puis dire, qu'il est possible en effet de repenser une forme de pédagogie du risque en tenant compte du fonctionnement tout simplement du cerveau humain. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui passeraient mieux si on tenait compte de la nature de la présentation des faits. Donc on pourrait être réconcilié sur le fait de rester dans le cadre d'un humanisme, mais intelligent, éclairé par la science. Mais je le crois. C'est déjà fini, merci. À très bientôt au même endroit, avec de nouveaux invités pour débattre et s'écouter.